Bakary Sambé, merci de m'accorder cet entretien pour l'atelier de recherche Iqbal qui est dédié à une pensée libre et créatrice en islam. Tu es un acteur important de la recherche sur l'islam contemporain, particulièrement en Afrique de l'Ouest et dans toute la région Sahel. Tu as été formé à l'Université de Lyon, donc j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ta formation, de ton itinéraire et des principaux travaux sur lesquels tu as travaillé toutes ces années. Merci beaucoup et je vous encourage et vous félicite pour le travail que vous faites au service de la pensée libre. Pour résumer un petit peu mon parcours, je dirais que je serais peut-être une sorte de synthèse entre l'école coranique de la Zawiya Tijaniya et l'islamologie lyonnaise. Et je crois que c'est ce parcours-là qui m'a aidé à franchir plusieurs étapes. L'étape du questionnement, du croyant, etc. Mais aussi l'étape de l'islamologie qui m'a permis, pour la première fois en Europe, de pouvoir voir ma religion à partir de l'extérieur de moi-même, ce qui n'est pas une opération simple, mais qui s'inscrit dans le cadre d'une évolution qui ne s'est pas encore arrêtée, parce qu'il y a le terrain nous questionne toujours et on est obligé de faire avec de nouveaux questionnements, mais aussi de tenter d'apporter des réponses, même si elles doivent être provisoires, mais de réfléchir sur nous-mêmes et de produire une connaissance sur cet islam en Afrique qui, pendant longtemps, est resté le parent pauvre de l'islamologie classique qui s'est beaucoup focalisé sur le monde arabe, sur le Maghreb, etc. Et que ça a été longtemps étudié beaucoup par les politologues, sous des angles parfois utilitaristes, sans profondeur anthropologique pour certains. Mais aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus compliqué parce que, à la fois, ayant été pendant longtemps le parent pauvre de l'islamologie classique, aujourd'hui d'autres enjeux se greffent à l'étude de l'islam en Afrique, tout de suite liés aux questions de radicalisme, aux questions de base. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore la chance, cet islam-là, on n'a pas encore la chance d'étudier en soi. Voilà. Mais si tu pouvais parler un petit peu de ta propre formation, parce que tu es à la fois un islamologue, mais tu as une approche aussi politiste et tu as aussi une formation en langue arabe. Donc c'est intéressant que tu nous expliques pourquoi tu as étudié ces différents aspects et en quoi ça constitue, disons, des compétences utiles pour appréhender le religieux aujourd'hui non seulement en Afrique de l'Ouest, mais aussi sur un plan international. Oui, j'ai grandi dans une famille où mon père était imam et très proche de la Zawiya Tijaniya et de la confrérie Tidjane, notamment de la branche Seydi Hadji Malick Sy. Et donc très tôt, j'ai baigné dans cette ambiance d'école coranique pour apprendre les rudiments de l'islam, de l'arabe, etc., qui est une langue importante. Et on l'oublie souvent. C'est vrai que c'est une des langues fondamentales à connaître pour mieux connaître l'histoire de l'Afrique. C'est-à-dire que le retard universitaire occidental par rapport à l'histoire de l'Afrique est dû quelquefois à la négligence même des sources arabes qui ont été là depuis très longtemps. C'est-à-dire que le premier en tout cas chercheur ou explorateur qui arrive à Tombouctou, René Caillé, c'est 8 siècles après Al-Bakri. Et donc on néglige très souvent dans l'approche de l'histoire de l'Afrique ce côté-là. Quand on parle du Sénégal, tout le monde vous dit ouais, c'est le pays de Senghor. Eh bien, dans ce pays du chantre de la francophonie, il y a une part d'arabophonie, aussi bien dans son histoire que dans la transcription des langues. La langue wolof a été transcrite en arabe, le peul, le manding, etc. Donc je pense que ce côté-là aussi, je l'ai un peu vécu, et ce qui a poussé certainement mon père en ayant une bourse pour partir étudier à Lyon, en voulant faire des sciences politiques, il m'a dit non, il n'est pas question si tu ne t'inscris pas dans une fac d'arabe en même temps. Et donc, ce qui a fait cette double formation en sciences politiques, mais aussi surtout en islamologie, dont les outils m'ont beaucoup aidé quand même parfois à dépasser l'approche que j'avais, qui était une approche traditionnelle de l'école coranique, c'est vrai, qui, il faut le dire, c'est plutôt dans le sens d'une ravification de la foi,
mais l'approche islamologique donne quand même des outils qui permettent d'appréhender ce fait islamique-là dans la prise en compte de la diversité de ces réalités. Ça, je pense que c'était une chance. Et je n'ai jamais... C'est vrai que beaucoup... qui ont le même parcours, en se confrontant à ce type d'approche, parfois sont dans une posture de rejet. Et j'ai jamais eu cette appréhension de vouloir rejeter. Je l'ai toujours pris comme dit Nasr Hamid Abou Zaid, quoi. Donc il n'y a aucun outil conceptuel. Aucun si tu peux traduire cette marchandise. Voilà, c'est une. En fait, au lieu de se situer dans une tradition de rejet de ce qui n'appartient pas à l'islam pur, à notre tradition, je suis dans cette prédisposition de Nasr Hamid Abou Zaid qui disait que toutes les nouveautés que tu peux lui présenter en termes de modernité, il les assimilait parce qu'il les considère comme étant sa propre marchandise qui avait disparu et qui est revenue à lui-même. C'est exactement Al-Hikmah Dalatul Mu'min. On oublie de le voir dans ce sens-là. C'est notre bien perdu. Et cette sagesse, ces paradigmes, on les prend partout où on les trouve, en l'inscrivant pleinement dans le cours de l'universalité de l'humain et de sa pensée. Voilà. Et donc, tu cites Nasr Hamid Abou Zaid, qui est un penseur égyptien, un penseur qui a disparu et qui a fait un travail critique sur la raison islamique, la raison coranique. Et effectivement, juste à travers ce témoignage, on voit que l'islam dont il est question là n'a pas grand-chose à voir avec l'islam problème ou la bête musulmane qui a été évoquée ici et l'autre dans certains de nos échanges ici à Rabat, mais comme l'islam comme une forme de galaxie, voilà, avec de multivers, avec différentes perspectives, différentes traditions, différentes temporalités, puisque tu me parlais de ton père et de l'inscription d'une certaine tradition, avec tout l'héritage culturel arabe ajouté aux spécificités du Sénégal et de sa langue wolof par exemple. Et tu cites Nasr Hamid Abou Zaid, qui est un penseur contemporain critique de la raison islamique dominante. Donc ces différents registres interfèrent, voilà, par rapport disons à l'islam contemporain, où est-ce que tu vois la crise ou disons l'espace problème? Parce que en tant que personne qui est inscrite à l'intérieur du référentiel islamique, qu'est-ce qui, selon toi, doit être dépassé, doit être augmenté, doit être reconstruit et voilà, j'aurais aimé avoir ton témoignage sur cet aspect. De la même manière que je te parle de Nasr Hamid Abou Zaid, plus proche de chez nous au Sénégal, mais hélas, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, cet islam en Afrique subsaharienne n'a jamais été étudié en soi. C'est le Hajj Maliksi, l'un des Muqaddam de la Tijani, disait « La tartaru bi zawahir al-nusus » Ne vous arrêtez pas sur l'apparence des textes. Et d'autres nous ont invités à des réflexions beaucoup plus profondes. Je prends un exemple, par exemple, tout le monde croit que aujourd'hui on parle beaucoup de... je mets entre guillemets djihadisme, extrémisme, etc. Je pense que nos amis et nos collègues du monde arabe, du monde musulman en général, ne prennent pas parfois le temps et n'ont pas parfois cet intérêt de s'intéresser à ce qui a été produit en termes islamologiques en Afrique subsaharienne. Dans un débat avec un célèbre islamologue, il pensait que ma critique de la violence religieusement justifiée était le fait d'une influence occidentale, etc. Vous voyez, quand on t'enferme dans ces carcans, alors que il ignorait parfaitement que ma critique de l'usage de la violence au nom de la religion et au nom pour imposer une idéologie ou une croyance, cette critique-là était puisée dans un ouvrage d'un penseur sénégalais du 19e siècle, Cheikh Moussa Kamara de Ganguel, qui a écrit un très bon ouvrage. Bon, à l'époque, c'était ça la mode, de très longs titres, en disant « Akthar raghibina fi jihad ». ممن يحبون الظهور وملك العباد ولا يبالون بمن يهلك في جهادهم من العباد. Pour expliquer, pour prendre le contre-pied d'un islam qui serait un outil qui permettrait d'exercer la violence. Donc la production d'une pensée critique en islam a certainement existé chez les penseurs musulmans africains, mais qui hélas ne sont pas étudiés dans le cadre de leur production sur le plan islamologique, souffrant
de deux formes de marginalisation, aussi bien du côté occidental, où cet islam est étudié seulement à des raisons utilitaristes, mais aussi du côté du monde arabe, qui a cru un moment à un centre de l'islam et une périphérie qui serait ailleurs, alors que le centre de l'islam même, le cœur battant, a bougé depuis très longtemps vers l'Asie du Sud-Est, l'Indonésie. Il se passe des choses énormes que les acteurs du monde arabe devraient apprendre à découvrir. Oui, ce qui est intéressant dans ton profil, c'est que tu as, par exemple, dans le cadre de ta thèse, tu as eu à travailler au Maroc. Hein, donc voilà, et donc tu as la maîtrise à la fois de la langue arabe, mais aussi des sciences religieuses traditionnelles. Et tu as aussi un aspect, il faut le dire, un peu critique et peut-être aussi avec un aspect un peu polémique ou provocateur, mais j'aime bien cet aspect, c'est-à-dire que ça donne à réfléchir. Par exemple, tu t'insurges contre un certain paternalisme arabe, par exemple. J'aimerais bien que tu t'expliques sur cet aspect, comme par exemple, on sent très fortement chez toi dans tes articles, mais aussi très profondément dans tes prises de parole, tes interventions, une critique, voilà, une volonté d'affirmer un autre regard sud-nord, une remise en cause des paradigmes, voilà, du regard occidental, du regard, je dirais pas orientaliste, mais du regard que peut poser l'ancienne puissance coloniale, la France, etc. Alors, tu l'abordes pas sur un aspect purement politique, mais tu vois que tu es un peu révolté sur un certain nombre de prismes. Hein. Donc, j'ai cité ces deux aspects. J'aimerais bien que tu les expliques pour qu'on ne voit pas ça seulement d'un aspect polémique, mais que tu justifies cette vigilance que tu as chez toi. Oui, on m'a beaucoup entendu parler de cela suite au début de la crise malienne, où certains, et c'était leur droit, et ils avaient bien raison de le faire, critiquer une forme d'impérialisme sous couvert d'intervention militaire au Mali, etc. Mais en même temps, ces mêmes personnes issues du monde arabe oubliaient de critiquer ce que j'ai appelé un certain paternalisme arabe. Je donne un exemple. Regardez le Mali, le Sénégal, le Niger, un tel degré de pratique de l'islam que, mais encore aujourd'hui, soit des fortunes dans le Golfe ou d'autres mouvements, croient que c'est une urgence d'aller islamiser ces personnes. Et ce qui rappelle un certain retour de l'histoire, Tombouctou, d'ailleurs, le nom de mon institut est donné à Tombouctou, c'est pour cela. C'est quand j'ai vu ce qu'on appelait entre guillemets des djihadistes arriver pour islamiser Tombouctou, détruire les mausolées. Ça m'appelle notre épisode de nos relations entre le monde arabe, en tout cas le Maghreb et le monde arabe et l'Afrique subsaharienne. C'est en 1595, la fameuse expédition du sultan saadien El-Mansour, Mansour Zahabi, aidé par le Pacha Jouder, qui dit qu'il va islamiser Tombouctou. Alors il arrive à la fin du XVIe siècle, il trouve des minarets, des mosquées, des écoles coraniques aussi vieilles que la Sorbonne ou Al-Azhar. Et je pense que il y a tout un travail de déconstruction à faire, il y a tout un travail d'appel à une prise de conscience que le monde arabe, le monde islamique aussi a à apprendre de l'Afrique. L'Afrique n'est pas une terre seulement où on doit exporter des idéologies, mais c'est une terre aussi d'où on peut aussi s'inspirer pour des alternatives. Et cette posture-là, il est vrai que assez présent dans mon discours, aussi bien, j'aime bien l'expression coranique que je m'approprie très souvent de manière très symbolique en disant, en parlant de l'école sénégalaise que je critique, qui pour moi n'existe pas, en parlant de la Sharqiyya ou la Gharbiyya, dans les deux sens possibles. La Sharqiyya ou la Gharbiyya, c'est pas pour les rejeter tous les deux, mais dire que autant je dépasse ces horizons d'orientation, soit vers l'Orient ou vers l'Occident, et me place dans une forme d'universalité. C'est cela que ça veut dire quand j'ai dit la Sharqiyya ou la Gharbiyya, mais aussi de dire que ce ne sont pas seulement dans ces deux pôles-là, de ces deux pôles-là qu'il faut puiser les références. Nous sommes dans un monde du donner et du recevoir, comme disait Senghor. Et dans ce monde du donner et du recevoir, l'Afrique ne doit pas être seulement de l'autre côté du recevoir. Et ça, je l'exprime beaucoup. C'est vrai que ça traverse mes écrits et mes interventions. Et je crois que c'est important. C'est pas seulement un titre revendicatif, mais en guise de contribution
dans cette pensée globale sur notre monde. Et c'est un monde, en fait, je le dis très souvent à mes amis de l'Afrique, aussi ne pas se rester seulement dans une posture de victimisation, mais être là dans la proposition. Parce que je leur dis que nous sommes dans un monde libéralisé aujourd'hui, où circulent des offres intellectuelles, politiques, idéologiques, etc. Il faut que cette offre africaine, dans sa spécificité, mais dans le cadre de son inscription dans l'universalité, soit positionnée sur ce marché des biens symboliques qui, à mon avis, doit être alimenté par tous les apports. C'est dans cela, c'est à partir de ce regard-là qu'on peut créer des synergies. Et ces synergies, on en a aujourd'hui besoin. Un monde de crise, un monde de crise multiforme, ou même quand je regarde les débats en France, en Europe, je l'ai dit récemment dans un colloque en Italie sur cette islamophobie, cette peur de l'islam. Je le disais, mais rassurez-vous, les langues européennes sont devenues des langues de l'islam par lesquelles on apprend. Il y a beaucoup de gens qui apprennent l'islam à part du français. Le français est une langue importante de l'islam aujourd'hui. L'anglais est une langue importante de l'islam. Et par cette langue, il y a de la production de la pensée islamique. Le français, il y a des gens qui apprennent les rudiments de l'islam à partir du français. Donc le français est une des langues importantes de l'islam. Et je disais de manière très provocatrice, telle qu'on me connaît, en disant qu'aujourd'hui, si la représentation au niveau de l'OCI, l'organisation de la conférence islamique, de la coopération islamique, devrait se faire proportionnellement au nombre d'habitants musulmans sur un territoire, la France aurait plus de sièges que le Koweït et la Jordanie, et même la Mauritanie. Donc, je crois qu'il faut relativiser ces réflexions-là qui veulent l'Occident, l'islam, etc. Je pense que tout a bougé aujourd'hui. Il y a une part de l'Orient et dans l'Occident, et que l'Occident, il n'y a pas plus... Quand aussi du côté point de vue musulman, quand ouais l'Occident, etc., je dis mais on parle de quoi? Le Maghreb, le Maroc est plus occidental géographiquement que l'Allemagne. Je veux dire, aujourd'hui, il faudrait que nous tous, moi je travaille à ça, jamais en m'enfermant dans une posture d'une Afrique qui rejette les autres, qui a peur de s'assumer, etc. Non, et qui veut construire son identité dans du rejet. Non, c'est toujours une affirmation d'une réalité pour l'inscrire dans une universalité partagée. Et je crois que ça, je veux le faire entendre, et c'est pas difficile, c'est pas facile à comprendre. Aussi bien au niveau des autres qui ne sont pas africains, mais aussi au niveau de nos propres sociétés, où malheureusement aussi, parfois, on est enfermé dans une forme d'apologétisme, dans une forme d'angélisme, en étant dans une posture de toujours comparer ce qu'on croit avoir de mieux avec ce que les autres auraient de pire, pour dire finalement je ne suis pas mal. Eh bien, cette posture-là n'aide en rien à dépasser les crispations actuelles. Oui, tu as mentionné un épisode historique qui, à mon avis, mériterait d'être réfléchi, approfondi, relu, l'épisode de la destruction de l'empire de Songhai et la mise en esclavage de gens, de musulmans de Tombouctou, et parmi eux le célèbre théologien Ahmed Baba, qui est revenu sur Marrakech avec les fers aux mains. Et donc bon, c'est un aspect qui n'est pas très connu, mais qui pourrait nous donner à réfléchir, et peut-être par la suite il a été libéré, il a recouvré sa liberté, mais cette mise en esclavage de musulmans, et puis cette conquête qui, quand même, c'est pas pour rien que le roi saadien s'appelait Ad-Dahbi, l'Auric, le doré, avait pour but aussi la captation de richesses, de l'or. C'est le retour de l'histoire. Voilà, donc c'est un épisode de l'histoire qui, à mon avis, mérite d'être réfléchi, tout comme d'ailleurs les débuts de la prédication wahhabi, la réception dans les différentes régions du monde, comment par exemple, cette prédication qui a introduit dans la théologie le recours au djihad et au takfir vis-à-vis même des musulmans a été tout à fait rejetée il y a 2 siècles. Comment aujourd'hui le wahhabisme est devenu extrêmement prépondérant au sein de l'islamité contemporaine. Quelles sont les expériences
sociales, peut-être politiques, les expressions culturelles, les textes ou les auteurs qui t'inspirent dans le défi du contemporain, les défis d'une raison islamique qui pourrait être en phase avec le 21e siècle, qui ne rêve pas d'un retour au aslaf salihin, au salafisme, aux premières générations des musulmans, mais quelque chose on parle beaucoup de réinvention de la tradition. Est-ce qu'il y a des dynamiques qui plaident pour une invention ou une réinvention de la modernité en islam, sachant que l'islam a produit sa propre modernité il y a 8 à 10 siècles? Oui, c'est difficile il est plus facile de parler des musulmans que de parler de l'islam. Et je crois que, vous savez, dans le monde arabe, il y a une chance quand même, quelles que soient les crises que cette région est en train de vivre, il y a une chance quand même de produire une pensée critique et moderne, etc. La difficulté en Afrique, c'est que nous accumulons deux handicaps. L'handicap général des musulmans qui sont tombés dans une forme de pensée reproductrice, etc. Mais en même temps, la sacralisation de la langue arabe et tout ce qui est produit en langue arabe fait que il y a après peu de pensée critique à travers cette production. Je donne un exemple. Aujourd'hui, les classiques malikites que nous avons reçus, c'était des moutounes comme la Risala d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, les écrits de Qadi Sahnoun, ou bien d'autres écrits, l'Akhdari, l'Ashmawi, à partir de l'Égypte, etc. Mais ces livres sont restés comme des trésors qu'on adore. C'est-à-dire que on peut pas. C'est-à-dire, imaginez qu'on est en train de reproduire une pensée qui a été le fait d'une époque particulière du Maghreb, et que ces livres qui étaient produits à Kairouan dans un contexte particulier, et que même les Tunisiens maintenant ont dépassé, et chez nous, ces ouvrages sont restés de référence. Personne ne touche à la Risale d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Je me rappelle d'une discussion avec mon père sur ce point, qui était imam de l'école traditionnelle. Il me dit non, on peut pas toucher. J'ai dit oui, mais ouvre Bab fi Tijara, le chapitre sur le commerce. Et là on voit ويحرم السفر إلى بلاد السودان والتجارة معهم. Il m'a dit ben oui. Si tu peux traduire cette recommandation. Il est illicite de voyager dans le pays des Noirs et de commercer avec eux. Je lui dis, mais comment tu vas lire ça? Il m'a dit, c'est vrai que ça m'intrigue. Je lui dis, écoute, placé dans son contexte, c'était une fatwa malikite contre les kharijites pour leur faire un embargo commercial, parce que c'est eux qui détenaient les points d'eau sur le commerce transsaharien. Vous voyez, donc ces conjonctures-là, on les ignore complètement en reproduisant des textes qui sont devenus même caducs dans leur propre contexte de production. Et ça, c'est un réel problème. C'est-à-dire que le pas qui a été franchi dans certains pays, comme la Tunisie, comme le Maroc, la Tunisie, Abdelmajid Sharfi, Mohamed Sherif Ferjani, Moussa ibn Abdel Jalil, au Maroc, on a quand même Abdel Filal Ansari, Mohamed Sarir Janjar, d'autres penseurs qui essayent de retravailler cela. Nous n'en sommes pas là en Afrique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore l'émergence d'une pensée, d'une approche islamologique. Quand vous allez au département d'études arabes, c'est de la théologie. Ou un professeur est là, en train de condamner Ibn Arabi, en train de condamner Wahdat al-Wujud. On en est à ce niveau-là. Et vous voyez donc le double challenge pour des chercheurs comme moi, qui suis maintenant de là-bas, installé là-bas, c'est en même temps cette lutte intellectuelle d'une affirmation d'un soi différent, pas pour la différence seulement, mais pour l'enrichissement de ce que nous avons en commun, mais en même temps une lutte sur le plan intellectuel pour dire que il est temps de relire ces textes-là d'une autre manière en les réfléchissant. Mais je me confronte à deux obstacles majeurs. La première, dont l'un des plus importants, est cette sacralisation de la langue arabe par le musulman africain, qui peut écouter les chansons les plus libre d'une Kulthum et qui condamnerait une chanteuse africaine qui dirait les mêmes choses en langue nationale. Nous avons ce souci-là, mais je pense qu'avec l'émergence de nouveaux penseurs qui produisent une pensée réformée, difficile à mettre en route,
on commence petit à petit à remettre à l'ordre du jour ces débats. Mais jusqu'à présent, imaginez un pays comme le Sénégal, le code de la famille qui a été voté depuis 1972 n'a toujours été promulgué avec les fuqaha qui disent que non, ça va déstructurer la société parce que ça donnait un certain nombre de droits aux femmes, etc. On en est là. Une sacralisation des moutons du fiqh malikite dans sa version maghrébine. Donc, c'est-à-dire que dans l'intégration dans l'héritage que nous avons du urf, c'est-à-dire ces pratiques de coutumières qui étaient le fait de sociétés maghrébines, mais qui ont été consacrées comme faisant partie dans le fiqh en rejoignant véritablement les fondamentaux, tout ça, on a ce problème-là, c'est-à-dire que nous sommes en face d'un fiqh malikite hérité du Maghreb, même pas dans la version, mais celui dans son interprétation maghrébine, avec plein de traditions arabo-berbères qui ont été transmises dans ce corps-là, au lieu de produire une pensée critique là-dessus et de dépasser cela et de réajuster par rapport à nos réalités, hélas, les islamologues africains restent dans une forme de sacralisation et de canonisation d'une pensée qui déjà pose problème dans les sociétés d'origine. Oui. Tu es, la dernière question, le dernier éclairage que je te demanderai, c'est tu es l'auteur de plusieurs ouvrages. Peut-être si tu pouvais nous parler du prochain projet sur lequel tu voudrais travailler, ou disons, parce que tu as accumulé une grande expérience d'expert international, ce qui t'a permis de voyager dans différents pays de la région, d'observer des terrains, en relation avec justement des expressions violentes du religieux contemporain liées au groupe armé islamique, etc. Cette accumulation d'expérience, est-ce qu'elle va nourrir un livre, et si oui, quel serait le thème ou l'angle du livre sur lequel tu penses travailler prochainement? Oui, après mon premier ouvrage sur l'islam et diplomatie, la politique africaine du Maroc, un ouvrage sur Boko Haram que j'ai écrit de manière accidentelle, c'était une manière à un moment où tout le monde s'interrogeait et que la presse n'avait rien à offrir que de dire les fous de Dieu, etc. Je travaille sur des textes fondateur de Boko Haram, et le dernier ouvrage sur la diplomatie d'influence qui montrait que le religieux est devenu un enjeu de diplomatie, non pas seulement de la part des pays du Moyen-Orient ou du Maghreb, mais aussi de la part des puissances occidentales. Il y a un chapitre assez provocateur intitulé « Quand les puissances occidentales se convertissent à la diplomatie religieuse ». Par exemple, la diplomatie française qui intègre la dimension islamique pour l'approche de la société civile, alors qu'en France, c'est un autre discours. L'Allemagne, on peut dire autant des autres pays, les États-Unis, etc. Mais je pense que le prochain projet, il y a deux projets. Je crois que le premier, ce serait sur la capitalisation de l'expérience, afin de revenir enfin, après cette expérience, sur la manière dont il y a un véritable hiatus aujourd'hui entre l'approche internationale de ce qui se passe au Sahel et les perceptions locales que les populations en ont. L'autre chose, je pense que sur la question du rapport entre le politique et le religieux, travailler sur des textes africains, et ça, des expériences africaines qui existent, qui prouvent qu'en islam, l'exception n'est pas la séparation du politique et du religieux, mais qu'on peut trouver des fondements de cette séparation nécessaire entre le politique et le religieux dans des textes et des expériences africaines. Bakary Sambé, je te remercie pour cet entretien.